Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Face à l'Espère. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le président Noël Tchani Mwadiamvita, président du parti La Force du Changement. Nous sommes avec lui ici, il va répondre à toutes nos questions. Bonjour président. Bonjour, soyez les bienvenus ici. Comment vous allez? Je me porte très bien sur le plan de la santé. Oui. Et d'ailleurs, je viens de voir les résultats de mes tests médicaux. Okay. Donc, je suis en super forme. Sauf que la République démocratique du Congo, notre pays, se porte très mal. Très mal. Alors, si on doit parler de vous, et j'aimerais vous poser une petite question, qui est le président Noël Tchani? Bon, on m'appelle docteur Noël Tchani Mwadiamvita, congolais, né en Ganajika, dans l'actuelle province de Lomami, où j'ai étudié à l'école primaire et secondaire. Et après avoir obtenu mon diplôme d'État, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse du gouvernement zaïrois à l'époque pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié en Belgique, en France et aux États-Unis. J'ai obtenu mon doctorat en sciences économiques à l'université de Paris 9 Dauphine, et après ça j'ai fait des études postdoctorales à Harvard aux États-Unis dans le domaine du leadership et du management. Après avoir terminé les études, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les banques commerciales et d'investissement à New York, et après ces 10 années de banques commerciales d'investissement, je suis allé travailler à Washington à la Banque mondiale, m'occupant du développement de plusieurs pays, et j'ai passé à la Banque mondiale 28 ans. J'ai travaillé sur les 5 continents, sur 85 pays différents. J'ai aidé certains pays à sortir du groupe des pays très pauvres pour devenir pays émergents. Donc voilà grosso modo ce que je suis. Alors, nous connaissons tous ce qui est votre projet, parce que l'autre fois nous étions à votre premier point de presse où vous avez parlé plutôt du plan Marshall. Alors, j'aimerais avoir plus d'éclaircissements avec ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Voudrons bien savoir c'est quoi le plan Marshall. Quelle idée qui est derrière cette idée-là? Au fait, le plan Marshall est une vision de développement de notre pays. Je suis parti du constat que notre pays, malgré l'abondance des ressources naturelles que nous avons, et malgré la grande taille du pays, 2 342 000 km², malgré une grande population, 92 700 000 personnes, nous sommes aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde, l'un des pays les moins développés de la planète. Je me suis posé la question de savoir que faire pour sortir de cette situation et commencer à se développer normalement comme le font tous les autres pays du monde, y inclut les pays africains. J'ai pour cela fait le diagnostic de ce qui nous a amené à la stagnation actuelle ou au recul actuel, et j'ai identifié les défis de développement auxquels nous devons faire face pour que nous puissions nous développer normalement, et j'ai proposé un plan d'action qui porte sur une période donc de 15 ans pour que nous sortions de la situation du sous-développement et que nous devenions pays émergents en faisant certaines choses dans un ordre cohérent et coordonné. Donc c'est ça essentiellement le plan Marshall. Comme vous savez, les pays d'Europe occidentale, après la destruction qu'ils ont connue suite à la première, deuxième guerre mondiale, étaient dans une situation similaire à celle de la RDC, c'est-à-dire des infrastructures de base, les routes, les autoroutes, les chemins de fer étaient littéralement détruits, les écoles, les hôpitaux étaient détruits, le chômage était galopant, plus de 90% de la population dans ces pays-là était au chômage, donc la misère était totale. Pour se remettre debout, il a fallu un plan bien organisé, bien programmé dans le temps, avec des coûts bien déterminés, et ils ont mis en œuvre ce plan qui était conçu par les Américains, par le secrétaire d'État d'abord à la Défense et puis au Trésor américain, George Marshall, et ils ont mis en œuvre ce plan pendant toutes ces années, et aujourd'hui, 75 ans après la mise en œuvre du plan Marshall, l'Europe occidentale s'est remise debout, se trouve dans la situation où elle est aujourd'hui. Je considère que la RDC peut suivre le même exemple, pas le même plan,
Parce que le plan que nous avons conçu, c'est un plan congolais prenant en compte les réalités congolaises. Mais pour nous développer et devenir pays développé, émergent, je pense que ce plan Marshall constitue cette vision de développement que je souhaiterais qu'elle devienne une vision partagée par tout le peuple congolais. Alors, vous avez dit au début que la RDC va mal. Les choses ne marchent pas. Nous sommes un pays sous-développé. C'est comme si rien ne marche dans ces pays. Alors, quelles sont les idées ou bien quels sont les mécanismes qu'il faut faire pour atteindre ces développements-là? Oui, d'abord, il faut qu'on fasse le diagnostic de la situation. Pourquoi je dis que le pays ne marche pas bien? Le pays ne marche pas bien. Pourquoi? Parce que malgré l'abondance des ressources naturelles, aujourd'hui, nous avons le produit intérieur brut par habitant l'un des plus faibles du monde, les plus bas du monde. Nous avons 226 pays. La RDC est classée 224e, pratiquement à la queue, et le seul pays qui est derrière nous, c'est la République centrafricaine. Nous sommes à égalité avec le Burundi. Nous devons avoir honte en tant que Congolais d'être classés au même niveau que ces petits pays-là qui sont autour de nous. Ça, c'est le premier indicateur. Quand on regarde l'indicateur de gouvernance, nous sommes classés aujourd'hui comme étant l'un des pays les plus corrompus de la planète par Transparency International et d'autres organisations citoyennes. Transparency International nous met à la 161e place sur 180 pays. Lorsque on regarde l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications, nous avons moins de 10% de la population qui ont accès à ces facilités-là. Lorsqu'on regarde maintenant la qualité des infrastructures pour relier tout le pays, nous n'avons pas de route ni d'autoroute pour relier tout l'intérieur du pays. Les ports que nous avons sont vétustes, les aéroports ne sont pas du tout en état moderne. Donc, bref, le Congo se porte très mal. 85% de notre population se trouve au chômage. Quand je dis 85% de la population au chômage, ça veut dire que tout le pays se trouve au chômage. Allez juste en ville, là, vous allez voir. Tout le monde est en train de déambuler, pas parce qu'ils veulent déambuler, mais parce qu'il n'y a pas de travail. Mais comment voulez-vous que nous puissions déambuler, ne pas avoir du travail dans un pays où il y a tout à faire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on regarde la qualité maintenant des ressources humaines, les étudiants aujourd'hui sortent des universités congolaises sans savoir ni lire ni écrire correctement. Ils ne savent pas par où commencer. Donc, nous avons un grand problème, nous avons des grands défis de développement dans tous les secteurs que nous devons résoudre pour que notre pays commence à se développer normalement. Maintenant, la question que vous posez, c'est que face à cette situation, que faire? Je propose une stratégie de développement à mettre en œuvre de façon réaliste sur une période donc de 15 ans pour arriver à répondre à tous ces défis de développement. Si quelqu'un vous dit qu'il va résoudre tous les problèmes donc dans les 3, 4, 5 prochaines années, il vous trompe, c'est la démagogie. Donc il y a des problèmes tellement structurels, tellement importants, qu'il faut qu'on les fasse de façon méthodique, avec un horizon temporel beaucoup plus long que juste un mandat donc de 5 ans, pour arriver à remettre la RDC sur les rails. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous proposons 15 programmes complémentaires cohérents qui permettront donc à la RDC de se mettre debout. Dans un premier temps, nous allons créer des conditions de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national et mettre en place des institutions qui fonctionnent. Sans paix, sans sécurité, sans institutions donc stables et crédibles, nous ne pouvons pas réussir. 2, nous allons améliorer le système de gouvernance pour capter toutes les ressources publiques parce qu'aujourd'hui, je vous dis, 85% de revenus des ressources naturelles ne vont pas dans les caisses de l'État, ça va dans les poches des privés. Ce que ça veut dire, c'est que le budget que nous avons ne représente que 15% de ce qui devait être. Il y a un problème. Nous devons améliorer la gouvernance, capter toutes les ressources publiques, augmenter le budget de 5,9 milliards aujourd'hui à une moyenne de 45 milliards par an sur une période donc de 15 ans. Si on fait ça, vous allez voir que 45 milliards par an, multiplié par 15, on aura au moins 680 milliards de dollars qui proviendraient des ressources intérieures, de l'argent qu'on nous vole aujourd'hui mais qu'on va récupérer pour financer le développement. Maintenant, le reliquat, on pourrait trouver cela de la part des bailleurs de fonds ou du secteur privé, des investissements directs étrangers. Maintenant, une fois que nous avons amélioré la gouvernance pour capter toutes les ressources publiques, augmenter le budget de l'État, nous devons investir maintenant ce budget-là dans des secteurs qui ont un impact sur le développement du pays. La première des choses à faire, c'est investir dans le capital humain, investir dans l'éducation, aussi dans la santé des Congolais.
Dans l'éducation, on doit rendre l'enseignement primaire et secondaire accessible à tout le monde pour que chaque enfant congolais ait une chance d'étudier et d'avoir des formations qui puissent lui permettre donc d'être utile donc à son pays dans l'avenir. Au niveau des universités, on doit donner des bourses d'études à tous les étudiants. Comme moi, j'avais étudié avec la bourse d'études. On doit donner la bourse d'études donc à tous les étudiants pour que nous puissions donc arriver à développer ces ressources humaines donc comme il se doit. Maintenant, dans le domaine de la santé, on doit rendre les soins de santé accessibles à tous les Congolais. Les Congolais meurent trop tôt, comme des poules. Ce n'est pas du tout acceptable. Je devais aller dans les funérailles la semaine dernière. Et j'étais surpris d'entendre qu'on était en train de chercher une morgue. La morgue, c'est-à-dire les maisons funéraires, pour arriver à organiser les funérailles parce que toutes les maisons funéraires sont pleines. C'est plein, c'est comme des supermarchés qui sont pleins. Donc les gens meurent tous les jours. Nous devons maintenant améliorer donc les conditions de santé pour permettre aux gens de vivre mieux et de vivre le plus longtemps possible, en facilitant l'accès aux soins de santé pour que tout le monde qui tombe malade puisse avoir l'occasion d'avoir l'assurance maladie universelle qui lui permet de présenter sa carte auprès des médecins ou des hôpitaux pour se faire prendre en charge. Maintenant, une fois que nous avons fait ça en ce qui concerne les ressources humaines, nous devons maintenant investir dans les infrastructures de base. Je voudrais qu'on construise donc des routes, des autoroutes, des aéroports, des ports modernes, des chemins de fer pour relier tout l'intérieur du pays. Nous avons à cet effet élaboré toute une carte qui, je peux vous présenter à vos téléspectateurs. C'est la carte de la RDC. Quand vous voyez les lignes rouges, ce sont des autoroutes qui n'existent pas aujourd'hui. Président, parlons un peu de la corruption qui règne dans ces pays. Les taux ou le niveau de la corruption dans ces pays est tellement élevé qu'on ne peut pas s'attendre à un changement si la corruption n'est pas encore bannie. Je ne sais pas si vous adoptez cette idée avec moi. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de mobiliser des ressources intérieures pour augmenter le budget national et diminuer la dépendance sur les ressources extérieures, les mécanismes pour y arriver, je propose donc l'amélioration de la gouvernance, c'est-à-dire la lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Qu'est-ce que je propose spécifiquement dans ce domaine-là? Je veux déjà que la RDC adopte une politique très stricte de lutte contre la corruption. Tolérance zéro. Pour cela, nous devrions créer un site web avec une adresse bien spécifique que quand tous les Congolais connaissent des cas de corruption, ils peuvent entrer dans ce site web-là ou même appeler un numéro de téléphone pour accuser les corrompus et les corrupteurs. Une fois qu'on vous a accusé, vous êtes présumé d'abord innocent jusqu'à ce qu'on prouve que vous êtes coupable. Il y aura une brigade, une commission spéciale qui va vous traduire en justice. Vous êtes traduit en justice, le procès va passer en direct à la télévision. Tout le monde entier va savoir que telle personne a été accusée de corruption et on l'a jugée. Une fois que vous êtes condamné, on vous met au cachot en prison à Makala ou dans n'importe quelle prison de la République. Pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, vous n'allez pas sortir de là. Aucune grâce présidentielle ne vous sera accordée pour que vous sortiez de là quand vous avez été accusé d'être un mauvais citoyen qui détourne les ressources publiques. Vous allez rester jusqu'à la fin de votre terme en prison. Une fois que vous sortez de là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous n'allez plus jamais occuper un poste dans l'administration publique. Vous n'allez plus jamais soumissionner pour les mandats électifs, c'est-à-dire être candidat à la députation nationale ou provinciale, ou même président de la République, ou même sénateur. Vous n'allez plus jamais soumissionner pour les marchés publics, c'est-à-dire faire des affaires avec l'État, vendre ou acheter quoi que ce soit auprès donc de l'État. Vous serez une situation en quarantaine. Et je voudrais même aller très loin. On va vous arracher la carte d'électeur. Pourquoi? Parce que vous êtes un mauvais citoyen, vous n'avez même pas le droit de voter. Et on va vous interdire donc d'avoir accès au passeport congolais. Quand on fait ces choses-là et qu'on est strict, on va le faire avec un individu, un deuxième, un troisième. Devinez quoi? La corruption va disparaître de la République démocratique du Congo. Donc je veux qu'on soit sérieux dans la lutte contre la corruption. Et en le faisant, vous allez voir qu'on va augmenter le budget de l'État considérablement et on va utiliser ces ressources-là pour financer le développement.
Président, parlons maintenant de l'actualité, ce qui se passe actuellement au pays. Alors, je vais d'abord parler du gouvernement. Nous sommes là toujours en attente du gouvernement. Nous avons déjà un Premier ministre qui est M. Sylvestre Ilunga. Et là, nous sommes en train d'entendre le gouvernement. Pensez-vous qu'il y a mésaccords ou désaccords entre le FCC et le CASH? Peut-être c'est cette cause-là qui est en train de bloquer encore la sortie du gouvernement. Oui, je pense qu'ils ne se sont peut-être pas encore entendus sur ce qu'il faut faire, mais moi je déplore ce système-là dans une démocratie. Vous avez des élections qui sont supposées être transparentes d'après la Constitution. Vous terminez les élections, on vous dit qu'il y a deux blocs politiques qui sont en train de négocier la nuit et qui n'arrivent pas à s'entendre sur le dos du peuple congolais. Moi je pense que c'est très grave. Notre système politique est pourri, il faut le réformer. Peut-être qu'il faut une troisième voie qui arrive à réformer ce qui ne marche pas donc aujourd'hui. Je propose que nous puissions mettre en place une commission de réformes institutionnelles pour voir qu'est-ce qui ne marche pas avec notre pays, y inclure le système politique et adopter des réformes structurelles importantes pour que les choses puissent aller vite. Je vous donne l'exemple, une comparaison entre la RDC et le Sénégal. Le Congo démocratique a eu un président investi inauguré donc le 24 janvier 2019. Nous sommes aujourd'hui à 5 mois. Nous n'avons pas de gouvernement. On a désigné un Premier ministre dans des conditions que tout le monde connaît. Et le Premier ministre ne peut rien faire. Il ne forme même pas le gouvernement parce qu'il attend que d'autres personnes négocient et lui donnent des noms. C'est quel genre de système-là? C'est pourri ce système-là. Le Sénégal a investi le président Macky Sall le 2 avril. Le 2 avril 2019. Le 6 avril, 4 jours plus tard, le Sénégal avait désigné un Premier ministre, avait formé le gouvernement et les Sénégalais se sont mis au travail. Et les Sénégalais sont plus avancés que les Congolais sur le plan de développement. Allez au Sénégal, vous allez voir des autoroutes, des aéroports, des chemins de fer. Ils sont beaucoup plus avancés que nous aujourd'hui. Eux qui sont plus avancés, ils sont pressés pour se développer. Et nous qui sommes en retard, nous prenons notre temps, comme si le monde entier va nous attendre. Moi, je crois que notre système politique, il est pourri. Il faut le restructurer et il faut avoir cette main réformatrice là, pour arriver à restructurer ce système pour que le pays puisse mieux marcher. Président, permettez-moi de vous poser cette question. Vous vous attendez à un poste ministériel? Vous savez, moi je m'attends à beaucoup de choses. Je me serais attendu à être désigné Premier ministre. Malheureusement, je n'ai pas été désigné. Maintenant, vous pouvez deviner la suite. Si j'étais... il n'y a pas que les ministères qui servent, où on peut être utile. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre pays. Si par hasard, le chef de l'État estime que je peux être utile à mon pays et qu'il me demande d'aider dans tel ou tel domaine, je le ferai dans l'intérêt du pays. Et vous savez quoi, chaque fois que je me suis occupé de quelque chose, cette chose-là devient la plus importante du pays. Je l'ai fait à la Banque mondiale. Quand j'ai commencé à travailler à la Banque mondiale, on m'avait confié le dossier du Cap-Vert. Personne ne parlait du Cap-Vert. C'était un petit pays de rien du tout, négligé de tout le monde. Et vous savez quoi, pendant ma tenure là-bas, le Cap-Vert était devenu l'un des pays les plus importants dans le portefeuille de la Banque mondiale. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'importance donc du travail, ce n'est pas le travail lui-même, c'est l'individu parfois, c'est l'équipe, c'est la conviction, la façon de faire les choses d'une certaine façon. Et moi je pense que quel que soit là où je peux être dans ce pays ici, je ferai en sorte que la RDC puisse avancer au moins dans ce domaine-là pour que nous puissions donc aller de l'avant. Monsieur Antipas Mbouissa Nyamisi vient de quitter officiellement la MOCA pour rejoindre le président de la République. Il s'est dit qu'il doit aider le président à avancer, à aller plus loin. Je ne sais pas comment est-ce que vous prenez cette idée-là. Il a quitté un camp pour aller vers un autre camp. Est-ce que c'est une bonne idée de sa part? Je connais Antipas Mbouissa Nyamisi. Et quand j'étais aux États-Unis, j'ai échangé avec lui, j'ai parlé avec lui de temps en temps au téléphone. Et je sais qu'il a été très proche du président Kabila, du régime sortant. Et quand ils ont choisi de faire leur groupe, qu'on appelle, comme vous l'avez appelé là, la MOCA, bon, je respecte donc les choix de tout un chacun. Et après les élections, j'ai vu qu'il y a eu des positions très divergentes. Moi, j'étais candidat à la présidence. Et devinez quoi? Je voulais être sincèrement président de la République. Et je continue à penser que je serai le meilleur président que ce pays n'ait jamais connu. Mais le peuple congolais en a décidé autrement. Les institutions congolaises ont tranché. La CENI a proclamé les résultats. La Cour constitutionnelle les a confirmés. Et en tant que démocrate,
et quelqu'un qui croit dans ce qu'on appelle l'état de droit, je me suis incliné. J'ai dit, j'accepte. Et je suis encore jeune. Peut-être que demain, après-demain, ce sera mon tour. Okay. Les gens de ce groupe-là, de la Mouka, ont choisi de refuser d'accepter les résultats proclamés par la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle. Ils ont continué donc leur campagne à leur façon. Maintenant, je vois que les gens sont Mboussa Nyamwisi à regarder l'évolution du pays et à déterminer qu'il y a des priorités. Il pourrait participer à répondre aux défis de développement du pays, notamment la lutte contre Ebola et notamment la lutte contre les groupes armés qui sèment la terreur, la désolation donc à l'est de la République. Ce sont des objectifs nobles. Moi, je salue sa bravoure pour reconnaître à un moment donné qu'il faut quitter les ténèbres et qu'il faut venir à la raison. Il a vu la raison aujourd'hui. Il faut que le Congo se mette ensemble. Si tous les Congolais se mettaient ensemble, on est plus fort que divisés. Si on ne cède pas dans des histoires tribales et on a des ambitions nationales et on veut mettre en œuvre cette vision nationale dans l'intérêt de tout le monde, c'est tout le pays qui va en bénéficier. Donc je salue la bravoure de Mboussa Nyamwisi et je vois qu'il a pris une bonne décision et je souhaiterais que tous les autres puissent voir aussi donc la lumière pour que le Congo puisse aller de l'avant. Donc vous considérez la Mouka comme un ténèbre? Non, je ne veux pas entrer donc dans la sémantique des mots. Je considère simplement que le peuple congolais veut aller de l'avant. Maintenant, si quelqu'un n'a pas été avec le peuple congolais ou a pris des positions qui étaient contraires à celles du peuple congolais, je pense que cette personne se trouve dans les ténèbres. Quand il voit le jour et qu'il revient, on l'accueille sous le soleil pour qu'il puisse maintenant commencer à voir les mêmes choses les choses que nous on a vues bien avant, que eux ils n'avaient pas vues, parce que quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas très clairement. Mais quand on revient là où il y a du soleil, où il y a de la lumière, je pense que c'est une bonne chose. Donc, je ne parle pas d'un groupe politique, je parle de tout le monde. Tous les Congolais, je les invite tous à revenir sous le soleil pour que nous puissions, de façon coordonnée, à mettre en œuvre une vision de développement bien cohérente, bien comprise pour le développement du pays. Jean-Pierre Bemba rentre le 23 juin et nous savons aussi qu'il y a, disons, une messe qui est organisée aussi pour ce 23, une journée consacrée à la prière pour l'action de grâce, rendre à Dieu une action de grâce pour le président de la République. Donc deux manifestations qui se feront en une même journée, l'un sera triomphal et l'autre au stade de martyr. Alors vous ne pensez pas que c'est une cacophonie? Qu'est-ce qu'on doit suivre exactement? La population doit venir à l'église ou il doit aller rejoindre Jean-Pierre Bemba? Vous me posez une question très facile à laquelle je peux répondre sans hésitation. Moi, vous savez pourquoi on m'appelle Noël? Je suis né le 25 décembre, le même jour que Jésus-Christ. Je suis catholique, chrétien, croyant, pratiquant. Quand il s'agit de choisir entre Dieu et n'importe qui sur terre, je choisirai toujours donc le côté divin. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Alors, je nous rappelle que je suis avec le président Noël Tchani, président du Force du Changement, qui a répondu à toutes nos questions et à toutes nos préoccupations. Alors, je vais juste laisser au président un moment pour donner le message à tout le peuple congolais, parce que vous avez besoin de ce genre de message pour l'avancement de ces pays. Alors, Président, si vous avez un message à donner au peuple congolais, aux gens qui sont en train de vous suivre maintenant, je ne sais pas moi quels seraient ces messages-là, mais je vous laisse le temps au moins de parler face à la caméra. Oui, moi je voudrais dire que nous sommes un grand pays, la République démocratique du Congo, avec 92 700 000 personnes, avec 2 342 000 km², avec toutes les potentialités, les ressources naturelles dans le domaine agricole, dans le domaine minier, dans le domaine touristique, dans le domaine forestier. Nous avons tous dont nous avons besoin pour pouvoir nous développer et nous développer rapidement et surtout nous développer au profit derrière. Ce que nous devons avoir, ce que nous devons faire, c'est nous retrouver tous en tant que Congolais et commencer à regarder dans la même direction. Pour arriver donc à le faire, nous avons besoin de nous mettre derrière une vision de développement cohérente, articulée, une vision de développement qui sait où nous sommes, où nous voulons aller et ce que nous devons faire au passage. Je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision de développement
que j'ai élaboré de ma propre main. Et je vais vous dire, je l'ai élaboré de ma propre main en tant qu'expert du développement. Je ne suis pas un petit garçon qui s'est juste réveillé le matin et qui a pris le stylo, qui a dit qu'il va proposer quelque chose à son pays. Je l'ai fait dans plusieurs pays. J'ai développé des pays. Je vous donne l'exemple. Ce plan Marshall que je vous propose, il est préfacé par Abdoul Diouf, l'ancien président du Sénégal, qui m'a vu à l'œuvre chez lui. C'est un plan bien apprécié par d'autres chefs d'État, par des citoyens du monde. Je l'ai présenté au Japon, en Chine, dans des pays africains, en Afrique du Sud, en Angola, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout. Chaque fois que je l'ai présenté donc aux Congolais, dans toutes ces communautés-là, ou aux autres communautés qui ne sont pas congolaises, les gens m'ont dit, mais tiens, c'est ça qui manquait à la République démocratique du Congo, d'avoir sa propre vision bien claire, avec des objectifs bien précis, pour qu'on puisse partir d'une situation de médiocrité que nous connaissons aujourd'hui à une meilleure situation en l'espace de quelques années. Et moi, j'ai élaboré donc en l'espace de 15 ans. Je vous invite à prendre connaissance de cette vision de développement. Et je vous invite aussi à y adhérer si vous êtes d'accord avec moi. Mais si vous n'êtes pas d'accord, je comprendrai. Mais faites des propositions. Au lieu de se tirer donc dans des pattes à bloquer notre pays, à le paralyser littéralement, nous avons besoin d'aller de l'avant. C'est pour ça que je vous invite le 28 juin 2019 à l'IFASIC à 11 h à l'Institut facultaire. Venez m'entendre présenter le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Et nous allons échanger en tant que Congolais. Une fois que nous avons fait cet échange-là, vous allez décider vous-même d'adhérer à la force du changement, de soutenir le plan Marshall, de le critiquer, de faire des propositions pour qu'en fin de compte, qu'on puisse adopter, après avoir incorporé les commentaires qui viennent de tout et chacun de nous, qu'on puisse adopter une version finale qui deviendra notre Bible dans le domaine du développement. Encore une fois, je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez accordée de m'adresser à vos téléspectateurs et je reste toujours donc disponible à tout moment. Si vous avez d'autres questions, revenez à tout moment. Merci. Merci beaucoup, Président, de nous avoir accordé ces moments, de passer une interview avec vous. Et nous vous remercions, vous qui êtes nombreux à nous suivre dans votre chaîne YouTube Face à l'Expert. Nous étions là face à un expert aussi qui a répondu à toutes nos questions. Et nous croyons bientôt nous serons encore avec lui pour répondre à d'autres questions que vous allez nous communiquer. Face à l'Expert, votre émission reste à votre disponibilité à tout moment. Suivez-nous et abonnez-vous dans votre chaîne. Merci et portez-vous bien.